Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un pour ciné critique, je ne suis pas seul puisque je suis en compagnie, et oui, de Romain Rimbaud. Comment vas-tu? Mais très très bien, et toi? Merci de ton accueil comme d'habitude. Ah ben, un grand plaisir de reprendre nos pérégrinations Takashi Miikeesques, si je peux m'exprimer ainsi, et ça va être la 10e occurrence. Voilà. Eh ben, bon anniversaire, si je peux Et dire voilà. comme ça aussi. On avait commencé avec Audition, et puis maintenant on en arrive alors avec un film qui est assez populaire, ma foi. Peut-être un de ses plus populaires, indirectement. Sorti en 2007, Crowd Zero, ou Korozu Zero, si vous préférez. Bon, c'est le même titre, mais avec une prononciation japonaise un petit peu à l'arrache, il faut l'avouer. Qui est donc une adaptation, ou presque, d'un manga de Hiroshi Takahashi, ou presque, parce qu'en fait c'est un préquel. Ça se passe avant, donc Takashi Miike et son scénariste Shogo Muto ont imaginé ce qui se passerait avant la série de manga qui est apparemment interminable. Donc c'est pas vraiment une adaptation, mais on est dans cet univers. Et au casting, nous avons alors des jeunes acteurs à l'époque, comme Takayuki Yamada et Shun Oguri, qui jouent donc les deux principaux, parce que ça va être un affrontement. Et on peut citer aussi à leur côté au moins la chanteuse, dont je ne retrouve pas le nom. Ah si, elle est là, elle est très en bas dans le casting, c'est un scandale ça, sur Wikipédia. Meisa Kuroki, voilà, parce que on entend ces petites chansons aussi à certains moments. Et puis bon, d'autres acteurs qui ont peut-être déjà joué avec Mickey, mais on peut pas vérifier pour la simple et bonne raison, c'est que Mickey il a fait tellement de films qu'à un moment on s'y perd un peu. Et donc, quelle est l'histoire de ce Crowd Zero? En fait, ça se passe à Tokyo. On croirait une forme de dystopie, mais pas vraiment. C'est un peu entre réalité et dystopie. On va suivre des jeunes donc, qui sont dans un lycée, le lycée de Suzuran, surnommé le lycée des corbeaux, d'où Crowd Zero, qui est un lycée très violent, où tous les étudiants en fait sont des potentiels gangsters ou des gens qui ont fait des bêtises. Et là-bas, en fait, pour faire simple, ils se disputent la place de leader. Qui va être le big boss du lycée? Et deux vont rentrer en concurrence. D'un côté, Serizawa, qui est déjà sur place, c'est presque le leader au moment du début du film. Et le nouvel arrivant, Genji, qui veut, lui, prouver beaucoup de choses, pas qu'à lui, mais aussi à son père, qui est Yakuza, parce qu'il y a des Yakuza autour. Mais ça va quand même être un film qui va être à 90%, voire même 95%, centré sur les jeunes adolescents. Exit les profs, les parents. Bon, il y a des flics vite fait au début, il y a des yakuza, mais si ce n'est un personnage qui s'appelle Ken, qui va faire un peu la transition entre les deux mondes, si on veut. Et c'est un film que toi tu as revu pour la première fois depuis 16 ans, je crois, sa date de sortie, et moi que j'ai découvert. Mais du coup, mon cher Romain, quel est ton avis, sans spoiler pour commencer, sur ce Crowd Zero? Alors, je vais quand même rebondir sur un truc que tu as dit aussi. On se posait la question s'il y avait des habitués de Mickey. Il y a quand même Kenichi Endo qu'on retrouvait pour juste faire un truc par rapport à Visitor Q, notamment qui joue le papa dans Visitor Q. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Mais pour revenir donc justement à mon avis, alors moi pour le coup, et je pense que je m'explique pourquoi je ne l'ai pas revu depuis 16 ans, c'est un film de Mickey avec lequel j'ai un peu de mal. Je suis un peu en mitigé sur le film, je trouve au demeurant très intéressant. Ça fait partie un petit peu de toute cette mouvance chez Mickey d'adaptation de manga, parce qu'il en a fait plusieurs. Il a fait Fudo, qui est un film qui n'était pas exceptionnel non plus. Et enfin pour moi en tout cas, de mon point de vue. Et par contre il a fait une excellente adaptation de MPD Psycho, qui est un manga que j'aime beaucoup et qu'il a fait en série. Et pour le coup, voilà, moi je suis un petit peu entre deux parce que je trouve que c'est un film, pour le coup, alors peut-être que toi tu as un ressenti différent, ce serait qui est intéressant, je le trouve finalement assez lisse. Et alors ça montre toujours la capacité de Mickey de se fondre dans une autre manière de travailler, dans une autre manière de penser le cinéma et d'être capable, on l'avait dit un petit peu avec son travail de classicisme dans le Harakiri, notamment son remake du Kobayashi, où il y avait cette manière de se fondre dans un style très classique finalement, là où par exemple dans un Visitor Q ou dans Aichi the Killer il partait autre part, qui est d'ailleurs une autre adaptation de manga. Mais pour le coup, là je trouve que c'est un petit peu, j'ai l'impression en fait que Mickey s'efface vraiment énormément derrière. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des thématiques qu'on retrouve chez Mickey de manière récurrente, qu'il n'y a pas des échos au reste de la filmo de Mickey, en particulier moi je pense à Ichi the Killer, mais en même temps je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu trop lisse à mon goût qui fait que j'ai du mal à retrouver le Mickey que j'aime. Mais c'est finalement quand on parcourt sa filmographie on se rend compte qu'il y a tellement de facettes de Mickey que finalement, cette facette-là, finalement, assez lisse, elle peut aussi être totalement constitutive du personnage, vu qu'il a tellement de facettes dans le cinéma. Donc ça qui est intéressant et que je trouve finalement, malgré le fait que le film ne me
reste pour moi assez mitigé, en tout cas dans la perception que j'en ai globalement. Je trouve que c'est un film qui reste très intéressant, mais je pense qu'on va creuser un petit peu dessus, un peu plus en détail tout à l'heure. Mais toi, justement, quel est ton avis dans la foulée? Alors, je suis en partie d'accord avec toi sur le fait que c'est très sage, entre guillemets, hein, pour du Mickey. C'est quand même, il y a des moments de violence et des combats et tout. Mais on a quand même, pour moi, la patte très punk rebelle de Mickey. Ici, adapté à l'adolescence, donc c'est du pain béni. Je pense, c'est peut-être une théorie que j'ai comme ça, qu'il a voulu quand même respecter l'univers du manga à la base, qui n'était probablement pas bercé de certains liquides ou autres violences sanguinaires en démesure, parce qu'on connaît Mickey, il est capable d'aller très 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 loin, que ce soit dans le sexe, dans la violence, hein, pour faire simple. Et là, je pense qu'il a voulu rester dans les canons, et je pense que, bizarrement, c'est peut-être le film où il va le plus nous attacher à ses personnages, paradoxalement. C'est vrai que Mickey, c'est pas forcément le cinéaste ultime des personnages, si ce n'est dans Audition. Bon, il les développe quand même, mais c'est quand même plutôt des ambiances, des atmosphères, et le côté social trouble, voire glauque, qui rejaillit. Ici, on a quand même beaucoup de thématiques humaines qui apparaissent. Et sur ce plan-là, j'ai trouvé le film très riche, très abouti sur des trucs qu'on a déjà vus ailleurs, en fait. Peut-être qu'il y a le petit défaut du... C'est dans l'univers du manga, il y a beaucoup de personnages. Beaucoup de personnages. À un moment... tu vois deux factions qui s'affrontent, il y en a qui sont un petit peu à part, et puis il y a des motards à un moment. Si tu perds un peu le fil, tu ne sais plus trop où tu en es, mais c'est pas grave parce que Mickey il arrive à te raccrocher à l'essentiel, c'est-à-dire sur ce face-à-face, oui, sur le mentor de Genji qui arrive, qui va rencontrer on va dire entre guillemets un jeune Yakuza qui doit avoir la trentaine quand même, hein, mais quelqu'un qui est dans ce milieu-là mais qui regrette et qui avec Genji va faire le mentor mais en même temps essayer de voir en lui un nouvel espoir parce qu'il n'aime pas ce qu'il fait, etc. T'as la chanteuse, bon c'est presque anecdotique mais il faut savoir que dans le manga il n'y a pas de personnage féminin, donc ça c'est Mickey qui a voulu le rajouter. Comme quoi il apprécie les personnages féminins, hein, Mickey, même si je sais qu'il y a eu quelques petites polémiques autour de la façon dont il représente certains personnages féminins dans sa carrière. Et il y a aussi le personnage alors, qui fait le tampon entre les deux, on va dire les deux leaders qui s'affrontent, c'est le personnage de Tokyo. Il s'appelle comme ça, hein, le jeune qui va, à un moment, il va lui arriver un truc, on va pas en dire plus, on ira en zone spoiler. Tokyo qui est à la fois l'ami du chef actuel, donc celui qui est déjà en place, on va pas se perdre avec les noms, mais moi je suis en train de me perdre avec les noms, Serizawa, mais qui a connu plus jeune aussi Genji. Et c'est marrant qu'il s'appelle Tokyo, ce personnage tampon, parce que ça se passe à Tokyo, comme s'il représentait la ville qui doit être témoin de ces affrontements dont elle ne veut pas, en fait. La ville de Tokyo ne veut pas ça. Elle ne veut pas ces Yakuza, mais elle ne veut pas ces jeunes aussi, qui se battent d'ailleurs dans une forme d'absurde. C'est un film qui convoque l'absurde et le mythe de Sisyphe aussi, d'une certaine manière quand même. Quand on voit ces jeunes se battre comme ça, mais qui vont devenir des gens qui vont se battre aussi, mais pourquoi au final? Pourquoi faire cela? Pourquoi vivre, à part pour exister? À part pour trouver sa voie? Mais à quel prix? Il y a tout ce questionnement qui se fait là, et je trouve que finalement c'est un film qui va loin dans la philosophie, sur le côté un peu teen, parce qu'on a un côté teen movie rebelle, qui est un peu dans la mouvance si on veut, mais par extension, 7 ans après, de Battle Royale, parce qu'on peut y penser à Battle Royale. T'as envie de mettre ces jeunes sur une île et les voir s'affronter dessus plutôt, à certains moments. Mais j'ai trouvé ça assez fascinant, mais il y a des défauts, je pense que le film est trop long aussi. Il est effectivement un petit peu long, c'est vrai. Ouais. Mais ouais, alors moi ce que j'aime bien pour le coup par rapport à ce que tu disais aussi par rapport à la question du teen movie, ce que je trouve intéressant, c'est cette manière que Mickey a d'essayer de faire une sorte de film de Yakuza finalement, oui, avec des ados qui sont des Yakuza quasiment en devenir. Il y a un côté, alors toute proportion gardée, qui me fait penser un petit peu à Bugsy Malone d'Alan Parker en fait, où on mettait des enfants dans un film de mafieux finalement. Oui. Et là il y a un petit peu ce côté-là où on met des ados, on a vraiment une pure structure de film de Yakuza avec un affrontement entre gangs, mais dans un cadre de lycée, avec des lycéens qui se cherchent, qui pour certains sont des Yakuza en devenir dans le sens où ils sont familiers, ils sont dans une famille de Yakuza. Et je trouve ça pour le coup vachement intéressant, j'aime bien ce côté-là, mais effectivement en développant tout un truc absurde. Alors moi je trouve que par rapport à la question du manga, Mickey graphiquement ne va pas assez loin. Je trouve qu'il y a 2-3 trucs qui sont super rigolos au tout début. Oui. C'est pas spoilé, hein, juste cette séquence-là, mais il y a le personnage donc, de Serizawa qui est en train de... Alors je pense qu'il est bisute, hein, je sais pas, c'est très clairement dit, mais il y a un nombre de lycéens qui sont posés comme des quilles sur un terrain, et lui il a une énorme boule devant lui, et il tape dedans parce qu'il a un super coup de pied hyper puissant. Et ça part sur les mecs qui sont complètement... Il fait un strike dans les mecs qui partent dans tous les sens. C'est génial. Et je trouve ça dommage, en fait, finalement, que ce type de délire graphique
c'est pas quelque chose qui soit véritablement persistant, parce que alors après ça rend plus dramatique les affrontements qui sont beaucoup plus réalistes, et j'aime bien la manière dont ils filment les séquences d'action, elles sont vraiment cool, mais j'aurais attendu un petit peu plus de folie en fait, j'aurais bien aimé que justement ces moments très manga, où on fait presque du manga live à quelques instants comme ça, qui sont des fulgurances hyper rigolotes, parce que ça tranche complètement du reste, parce que le film est quand même relativement réaliste, notamment dans son traitement émotionnel et philosophique. J'aurais bien aimé plus de fulgurances graphiques comme ça, qu'on vraiment que, quitte à aller dans le manga, assumer, on va dire, si je puis dire, son lien fort avec le manga, bah autant aller visuellement dans quelque chose de très fort. Alors, ceci étant dit, je mesure mon propos en disant que moi je ne connais pas du tout le manga, donc je sais pas si c'est un manga qui est très excessif dans ses effets graphiques. J'ai supposé ça, eu égard aux quelques petits moments comme ça dans le film qui sont graphiquement un peu impressionnants, un peu étranges et un peu absurdes. Par contre, il y a quand même cette insistance sur certains bruits rajoutés en post-prod, etc. Il y a ce côté manga par moment, même dans la réal, il y a des moments, déjà dès l'intro, on a carrément un opening manga, hein, avec un groupe de rock, j'ai pas le nom sous les yeux du groupe de rock, mais qui est bien sympathique. On voit, bah, d'ailleurs, c'est à la fois extra et intradiégétique, puisqu'après on se retrouve là où il performe, où il va rencontrer la chanteuse. Il y a aussi, d'ailleurs, c'est marrant parce que le générique de début, tu as l'impression que tu as des flashs de ce qu'on va voir dans le film. C'est probable d'ailleurs. Et puis à la fin, tu as une conclusion aussi. Et c'est vrai que le coup du bowling, je crois que c'est les deux frangins là qui sont complètement timbrés. Il y a vraiment trop de personnages. Mais bon, on pouvait faire le même reproche dans Battle Royale quand on y pense, avec certains personnages forcément qu'on va pas développer, parce qu'ils finissent très 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 tôt par mourir. Là, c'est pas une question de mort et tout, mais c'est vrai que le côté manga est par la fois pas assez abouti, mais à certains moments oui, dans le montage, dans certains cuts aussi. Et alors, pour en venir au film de gang, c'est amusant parce que tu parles de Bugsy Malone, c'est très intéressant. Moi, j'ai pensé clairement à Outsiders de Monsieur Coppola. Film qui fête ses 40 ans cette année, d'ailleurs j'en ai parlé il y a quelques semaines, et à un moment il y a une scène sous la pluie où les deux gangs s'affrontent, c'est vraiment une scène qu'on a à la fin de Outsiders, hein, peu ou prou la même, hein. Je me demande si Mickey n'a pas voulu convoquer Coppola par là, parce que bon, Mickey est un grand cinéaste, à mon avis il a vu plein de Coppola plus jeunes, hein, et, enfin plus jeune oui, plus jeune quand même, 80 ouais quand même, mais ouais, il y a des trucs comme ça très, très marquants, et puis il y a cette atmosphère tokyoïte aussi, on ne sait pas si on est dans le vrai Tokyo ou dans un faux Tokyo dystopique, c'est ce que je disais en intro. Mickey il arrive quand même, comme d'habitude, souvent dans ses films, à mélanger une forme de réalisme, et aussi on a l'impression dans un univers glauque où il n'y a pas de loi. Là tu as l'impression que les adultes, soit ils ne servent à rien, les profs qui sont montrés au début là, c'est quand même, c'est terrible. Quand on y pense. Ils sont complètement dépassés par la situation. Les flics tournés en dérision avec la poursuite au début, les Yakuza qui ont l'air moins dangereux que les jeunes, c'est terrible hein, quand ils pensent. Ouais. Et là aussi, il y a ce discours sur la jeunesse japonaise. Je pense pas que ça soit aussi viscéral et violent que dans Battle Royale, mais quand même, je pense qu'il y a ce côté-là. On sait que le Japon questionne sa jeunesse aussi, par rapport à l'état de la société. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos jeunes? Bonne question, ce film la pose cette question, je pense. Mais puis c'est peu ou prou, effectivement, je suis d'accord, le même questionnement en fait sur la jeunesse et son devenir qu'il y avait dans Battle Royale aussi. Oui. Et finalement, tu as raison de faire la comparaison entre les deux, parce qu'il y a la manière dont sont traités les personnages, la manière dont on a un attachement émotionnel qui se fait sur certains. Moi, c'est vrai que je trouve quand même les deux personnages principaux, les deux chefs de gang, vraiment vraiment attachants, et d'ailleurs leurs bras droits qui vont au fur et à mesure faire rentrer dans leur équipe, s'allier avec les autres classes. Je trouve qu'ils sont vraiment tous assez chouettes et assez charismatiques. C'est vrai qu'après, il y a pas mal de personnages fonction derrière, mais en tant que tel, je trouve que les petits portraits qui sont faits, qui sont finalement assez rapides, mais vraiment efficaces, fonctionnent très très bien là-dessus. Et moi, j'ai vraiment un gros coup de cœur quand même sur un personnage que j'aime vraiment beaucoup dans le film, c'est le personnage de Ken, qui fait justement cette jonction entre tradition et modernité, puisqu'on l'a très souvent dit avec Mickey, entre la tradition des Yakuza et cette jeunesse qui arrive et qui tout faire péter. Et je trouve que c'est super intéressant, ce personnage-là, il est assez attachant et touchant. D'ailleurs, le personnage de Ken qui ouvre le film, on le voit, il est braqué par une arme, et puis il va y avoir un écho, mais bon, on va bientôt rentrer dans la zone spoiler, mais dernière chose là-dessus, avant de détailler 2-3 trucs, il y a aussi, du coup, tu parles de ces classes, c'est marrant, parce qu'il faut conquérir chaque classe, hein, seconde, première, terminale, mais il y a aussi le discours de classe, parce qu'à un moment, on parle de gens qui viennent plus de milieux pauvres, mais ça, par exemple, c'est pas assez développé. Je pense que dans le manga, ça doit être bien souligné, ça. C'est que ces jeunes potentiels gangsters, il y en a qui viennent d'un milieu pauvre, il y en a qui viennent d'un milieu huppé. C'est pas une question de... Voilà.
Et même entre eux, du coup, ils n'arrivent pas forcément à se supporter. Je pense que c'est là aussi où le film, à un moment, à sa limite, c'est que la formation des gangs, on se demande pourquoi qui va avec qui. Peu ou prou, on peut comprendre, c'est une question de respect aussi, hein, et d'honneur. Mais c'est vrai qu'à un moment, on a envie de passer à l'affrontement, quoi. Et alors, on va y arriver, hein, zone spoiler, allez, bam, on balance. J'ai envie quand même qu'on s'arrête 2 secondes. Alors sur Ken, tiens, puisqu'on en parle, on va en parler. Au début, on croit donc qu'il va mourir. Tué par un Yakuza, hein, parce qu'il veut plus être Yakuza. Voilà, il veut plus. Sauf que à la fin, on apprend qu'il meurt pas. Et là, sur le moment, je dis, oula, tiens, on rentre dans le fantastique. On est un peu comme dans la fin de Dead or Alive. Non, il avait un gilet pare-balles parce qu'on lui a laissé la possibilité de s'émanciper. Et c'est un film sur l'émancipation aussi. Une émancipation à la fois donc de sortir d'un destin qu'on s'est choisi par erreur, ou d'émancipation par devenir adulte et de se faire reconnaître ici par le père. Hein. Pour Genji, c'est terrible comme destin, c'est qu'il veut que son père le respecte et en faisant quelque chose que son père n'a jamais pu faire, devenir le chef de ce lycée. Et c'est vrai que moi je trouve ça assez touchant quand même de voir ces jeunes qui se battent pour quoi au final. Là j'en reviens au thème de l'absurde, je sais pas ce que tu en penses, mais à la fin tu as une boucle. Hein. On pense que Genji a gagné, mais non, il y a le personnage mystérieux avec sa capuche là. C'est lui en fait le vrai chef peut-être. Mais effectivement, tu parlais du mythe de Sisyphe, il y a vraiment ce côté-là, effectivement, où finalement tout ça ne sert finalement pas à grand-chose, et ce sera effectivement, pour resituer le mythe de Sisyphe, pour peut-être c'est cette pierre qu'on va pousser sur une montagne, et qui dès lors qu'elle est au sommet, va tomber de l'autre côté, et Sisyphe est condamné à ce supplice de toujours essayer de faire remonter cette pierre. Et là, effectivement, il y a ce conflit qui n'a pas de fin, qui effectivement est absurde. Quand j'étais alors que c'est des Yakuza en devenir, ces jeunes-là, finalement c'est vrai et en même temps c'est pas vrai, puisqu'il y a ce côté enfermement, cette boucle, ce truc qui ne cesse de perdurer, de continuer, qui engendre frustration de ceux qui n'ont jamais réussi à s'élever, et qui finalement, même ceux qui ont réussi à s'élever, sont frustrés puisque le combat continue encore et encore. Et je trouve qu'effectivement, philosophiquement, ça se tient très bien. Et tu parlais de l'émancipation, c'est intéressant cette idée d'une quête qui n'a pas de fin. En fait, on est toujours à s'émanciper de quelque chose, et quand on sort de quelque chose et qu'on s'en émancipe, on est encore dans un cadre duquel il convient de s'émanciper encore une fois. Et je trouve qu'en fait tous les personnages, tu as raison, hein, sont dans cette quête d'émancipation. Effectivement, ces ados, le personnage de Ken qui aurait voulu d'ailleurs lui aussi obtenir en fait ce statut et gagner en fait gagner dans ce lycée le pouvoir, le commandement, mais qui n'a jamais réussi, et qui place en Genji un petit peu tous ses espoirs. Et qui va s'émanciper, qui mine de rien, il y a aussi une figure paternelle avec ce Yakuza qui va lui d'essayer de lui filer ce gilet pare-balles pour ne pas le tuer, parce qu'il y a de l'affection pour cet individu-là aussi, et qui est sa figure paternelle. Donc je trouve que tout ce travail sur l'émancipation, effectivement, c'est vraiment, je pense, la thématique principale du film, qui se pose autant à un niveau sociologique que politique et que philosophique. Avec la potentielle émancipation, c'est pour ça qu'il y a le personnage féminin qui va peut-être être le véritable seul espoir, là, au final, qui va essayer d'ailleurs d'arrêter plus ou moins indirectement cette guéguerre, elle qui s'émancipe de facto par la musique, parce qu'elle, tant et si bien on le dit dès le début, elle est carrément émancipée, elle est contente, elle fait son boulot, elle performe, elle est plutôt appréciée, mais bon, voilà, il y a cette romance qui n'en est pas vraiment une avec Genji d'ailleurs, qui est intéressante, et alors il y a ce personnage qui est tout aussi mystique que Rindaman, là, celui avec la capuche à la fin d'ailleurs, dernier plan Genji Rindaman, ça fait vraiment... one Sucker Punch, je sais pas quoi là, le truc, je sais plus comment ça. One Punch, je sais plus comment ça s'appelle. One Punch Man, oui, effectivement. Ouais, c'est ça, et comme ça, là, vraiment on est dans la fin manga. Et alors on a le personnage de Tokyo, bon, qui représente la ville ou pas, j'en sais rien s'il a été nommé comme ça, mais c'est amusant. Qui donc, lui, va réussir à s'émanciper, clairement, mais il a tout un autre combat. D'ailleurs, le parallèle entre la bataille finale et son combat à lui, son combat c'est juste un combat médical, il doit se faire opérer pour qu'on lui sauve la vie. Problème d'anévrisme ou je sais pas trop quoi. Et lui, il va gagner. Et donc ça, c'est magnifique la fin là quand même. Serizawa, il a perdu face à Genji. Mais son meilleur pote a gagné. Donc, clairement, à la fin, tout le monde a plus ou moins gagné. Mais tout le monde perd aussi parce que c'est pas fini. Ils sont quand même dans ce cadre. C'est le mélange du pessimisme et de l'optimisme quand même. Hein. C'est un petit peu... C'est très miquesque quand même. C'est ce que je préfère dans le film. Hein. Foncièrement, en fait, je suis vraiment mitigé sur globalement le film, dans tout ce qu'il propose, jusqu'à cette dernière demi-heure, en fait, où je trouve
que déjà graphiquement le combat final est vraiment bien rendu. Avec les Et parapluies. le montage alterné entre le combat et le combat de Tokyo et le combat de gang est vraiment super intéressant. Et pour le coup, arrive là où émotionnellement j'ai difficilement de la tâche, à part au personnage de Ken dans la première partie. Je trouve qu'à ce moment-là, les personnages prennent une ampleur, il y a une sorte d'iconisation qui fonctionne très bien. Parce que justement, il y a cette idée de ramener ce combat à un combat finalement pour la vie. Et c'est celui de Tokyo. Et je trouve que le parallèle est hyper intéressant. Et la ville de Tokyo qui survit. Je sais pas s'il n'y avait pas déjà un film de Mickey où il personnifiait presque la ville de Tokyo comme ça. Enfin, il faudrait revoir sur nos vidéos parce que à un moment on en parlait de la ville de Tokyo qui formait un personnage à part entière dans un Mickey. Je sais pas si c'est pas Ichi the Killer. Bon. Mais dans Ichi the Killer, oui, je pense. Et même dans le premier de Relive, il y a quand même ça aussi. Peut-être, oui. Donc c'est pour ça que il aime aussi sa ville, peut-être, hein, Mickey. Hein. Je sais pas s'il est tokyoïte, mais il aime son Japon, mais il l'aime pas. On le voit à travers ce film. Il aime son pays et il le déteste à la fois, d'une certaine manière. Et donc il va mélanger cela et on se retrouve avec ce final qui... On ne sait pas si on doit être content ou pas content pour nos personnages, en fait. On peut se poser la question. Finalement, par rapport à d'autres Mickey, le final est peut-être plus positif. Oui, ça reste quand même, je pense qu'il y a quand même une touche d'espoir quand même qui est assez importante malgré tout, je pense. Je pense qu'on peut refermer la zone spoiler, parce que là, bon, après, il y a d'autres trucs à détailler et tout, mais on vous laissera détailler d'autres choses si vous en avez, bien sûr, envie, dans les commentaires. Mais avant la conclusion, il faut savoir qu'il existe un Crowd Zero qui est aussi... Crowd Zero 2, c'est bizarre, qui est aussi réalisé par Takeshi Miike, qui n'est pas adapté du manga, mais qui est la suite... En gros, c'est la suite du préquel. Ça devient compliqué. Et je crois qu'il y a un troisième Crowd Zero qui, lui, n'est pas réalisé. Il n'est pas de Mickey. Voilà, donc, mais bon, à savoir si des personnages du manga sont présents ici et sont présents après, ça, on vous laisse le dire dans les commentaires si vous avez lu le manga. Parce qu'on n'a pas envie de dire de bêtises. Je crois qu'il y a quand même 2-3 personnages qui sont là, notamment celui à capuche, là, qui est apparemment très, très important aussi. Qui, de ce que j'ai lu vite fait sur 2-3 trucs, représente une sorte de divinité indirecte, quoi. C'est le gars qui est un peu intouchable et qui s'en fiche et qui observe, mais qui se bat pas vraiment. C'est vrai que c'est un peu ça le... Mais bon, on va pas trop revenir. C'est une incarnation quasiment fantastique, hein, visuellement, je trouve qu'il y a quelque chose de... Enfin, c'est peut-être le truc qui ramène le plus au manga en termes de touche visuelle, en termes de personnages, même s'ils ont tous cette apparence que tu peux voir dans les mangas qui ont trait, ou qui sont un peu absurdes et autour du lycée. Moi je pense à des trucs comme GTO, etc. Je retrouve une esthétique un petit peu comme ça. Et là, effectivement, on a un personnage qui, vraiment, graphiquement, ramène un personnage complètement presque grotesque en fait du manga, au sens où je dis grotesque chez moi, c'est pas quelque chose de négatif quand je dis grotesque, j'insiste là-dessus. Et du coup, pour ta conclusion, je sais pas si tu veux lui mettre une note, mais c'est pas ton Mickey préféré du coup. Alors c'est loin d'être mon Mickey préféré, mais je reconnais toujours tout un tas de qualités. Moi j'aime énormément effectivement, mais ce que tu as beaucoup développé, c'est le discours sous-jacent que je trouve vraiment intéressant. Moi, c'est la déception, en fait, le fait que je sois mitigé, c'est plutôt sur des questions de forme, en fait, où je suis... voilà, moi j'aime la folie de Mickey, j'aime quand Mickey... alors, c'est finalement paradoxal, parce que j'aime beaucoup aussi quand Mickey est très classique, quand il fait Harakiri, quand il fait très assassin, où là, pour le coup, la mise en scène reste quand même très classique. Mais là, je trouve que finalement, je dirais peut-être même qu'il est, en fait, il est vraiment le cul entre deux chaises, le film, en fait, formellement. Parce que voilà, je vois des éléments qui sont un peu foufou et qui me ramènent un petit peu aux fulgurances un peu folles de Mickey. Et en même temps, paradoxalement, je trouve que globalement, ça va jamais suffisamment loin. Et le fait est que comme c'est ici, ça me rappelle continuellement ce que Mickey est capable de faire quand il part dans la folie. Et donc c'est pour ça que c'est plus, pour moi en tout cas, plus mitigé. C'est-à-dire qu'il ne ferait pas ces petits moments un peu foufou. Je lui demanderais pas parce que ça reste un petit peu dans ce contexte-là. Mais là, comme il ouvre une porte, moi j'aimerais qu'il rentre davantage dans la porte. Mais ça reste encore une fois très personnel. Je pense qu'il reste intéressant. Je pense qu'il a dû avoir le mangaka derrière. Alors, je sais pas s'il était toujours là, hein, le mangaka, ou s'il a participé au projet, parce que donc il devait être dans le projet, grosso modo. Donc je pense qu'il a voulu respecter un maximum. Mais c'est vrai qu'il y a certaines scènes, notamment la scène du bowling, elle doit être quelque part dans un des mangas, celle-là. Mais bon, c'est Shaolin Soccer qui mélange du bowling. Quoi. Mais c'est vrai que tu prends cette scène, ça n'a aucun sens par rapport au reste. Mais justement, Mickey, des fois, il a peut-être cet accès de folie comme ça. Mais j'avoue que j'ai vraiment aimé ce film. Alors, c'est marrant parce que Mickey multifacette, mais quand même Mickey, on le reconnaît. Et parce que j'ai réussi à être touché par cette histoire, même s'il y a trop de choses, et que c'est moins, on va dire, lisible et
direct, brutal qu'un Battle Royale, parce qu'on continue à faire le parallèle, mais bon, en film japonais avec des jeunes qui se tapent dessus, hein, on va quand même parler de Battle Royale. Peut-être qu'il y a trop de choses, à un moment, limite, ouais, moi j'aime beaucoup l'aspect réflexion, philosophie, thématique, mais peut-être à un moment il y en a trop par rapport à ce qu'il proposait comme histoire, tu vois ce que je veux dire? Mais on arrive quand même à s'attacher à 2-3 personnages comme cela, et la fin est assez convaincante. Donc un film qui a une bonne fin réussit déjà pas mal de choses, notamment avec cette scène sous la pluie, avec les parapluies, là il y a des trucs, visuellement on est vraiment dans du beau. Bon, parallèle presque inutile, mais comme dans cette scène dans Harakiri, sous la neige, quoi. Il y a des moments, Mickey, il montre que c'est un pur metteur en scène aussi. Voilà. Mais je suis d'accord, moi je trouve vraiment que ce qui, de mon point de vue en tout cas, par rapport au côté où je suis un peu mitigé, qui pour moi sauve, entre guillemets, mais c'est un mot un peu fort, sauf parce que c'est vrai que c'est pas bien avant et c'est pas le cas, ça reste un film très intéressant, mais ce qui sauve le film pour moi, c'est vraiment effectivement ce dernier acte que je trouve pour le coup vraiment convaincant graphiquement et vraiment convaincant par rapport aux vérités philosophiques qu'il a, sociales et politiques. Oui. Et puis par rapport à l'attachement émotionnel vis-à-vis des personnages, où je trouve qu'il en fait vraiment quelque chose à ce moment-là et ça devient fort en fait. Et avec une bonne BO aussi, avec des morceaux chantés. Il y a même le morceau de la bataille qui ressemble un petit peu à Cashmere de Led Zeppelin. C'est vrai. Il y a quelque chose. Voilà. Mais ouais, c'est un film fun qui fait réfléchir à la fois. Donc, et qui est, alors, la magie de YouTube, disponible gratuitement. Je ne sais pas par quel miracle, mais il l'est en tout cas. Donc il est facilement trouvable si vous le cherchez. Il n'y a pas trop de problème. Bon, il est en VF par contre. Hein. On peut pas tout avoir, mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, vous, hein, de ce film, et si vous l'avez aimé ou pas, etc. Et puis, merci, mon cher Romain, pour cette nouvelle aventure mickesque, qui ne sera pas la dernière, parce qu'avec Mickey, avec Mickey, on en a pour plusieurs vies, peut-être. Là, on en a fait 10, on peut au moins en faire 20. Enfin, voilà, on en trouvera d'autres. C'est vrai qu'après, ils sont pas forcément tous facilement trouvables, hein. Ça c'est sûr. C'est ça le problème. Mais bon, on verra bien, on a encore du vivier potentiel. Et les aventures ne font que commencer de toute façon, même s'il n'y a pas Mickey, il y a d'autres choses. Hein. Et sur ta chaîne, d'autres aventures arrivent aussi, sans audio. Mais ça, on n'en dit pas plus. Mystère, suspense. Le suspense. Et ben en tout cas, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin. À la prochaine. Ciao. Ciao.